c'est un très grand plaisir, mesdames et messieurs. Vous suivez Duel. Aujourd'hui, nous nous posons une question. Le rôle des intellectuels dans une république comme la nôtre. La responsabilité sociale des intellectuels dans une république. On peut ajouter en péril, si vous le voulez. Mais aujourd'hui, posons-nous des questions. Depuis 1960, la production des intellectuels de notre pays, qu'est-ce que ça nous a donné comme solution? Est-ce le fait d'avoir beaucoup d'avocats, ça a résolu des problèmes juridiques dans ce pays? Est-ce le nombre de médecins qu'on a toutes les années? Est-ce que ça résout le problème? Le nombre d'architectes, des architectes, des maçons, ainsi de suite. Est-ce que nous arrivons à résoudre le problème? Alors, dites-nous si ça vous intéresse d'avoir autant d'intellectuels dans ce pays. Et je reçois le professeur André Mbata, qui est constitutionnaliste avéré, et vous le connaissez. Déjà, il n'est plus à présenter. Monsieur le professeur, comment allez-vous? Je vais bien, merci, Christian. C'est un grand plaisir de vous recevoir encore. Merci de l'invitation. D'accord. Alors, professeur, aujourd'hui, on parle de la responsabilité sociale des intellectuels dans une situation comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre. On en parlera avec vous. Alors, vous n'êtes pas seul, prof, vous rencontrez Maître Jean-Claude Katende. Vous êtes président du ASADO, c'est-à-dire Association africaine de défense des droits de l'homme. Effectivement. Est-ce qu'on peut parler de droits de l'homme au Congo? Pouvons-nous parler des droits de l'homme en Afrique sans être contredit? Dans une certaine mesure. Alors, vous rencontrez le professeur. Mais pas de la manière dont j'aurais souhaité que les droits de l'homme soient au Congo et en Afrique. Très bien, on en parlera. Mesdames et messieurs, vous avez aussi le temps de répondre à cette question. Et alors, parlons-en de façon beaucoup plus sérieuse. Mais aujourd'hui, je ferai exceptionnellement dédicace à deux grandes filles, Paddy et Sarah Mbata, que je salue, à qui je dédie directement cette émission. Alors, monsieur le professeur, maître Jean-Claude, le principe de l'émission, c'est que vous choisissez la main. Qui commence? Je peux commencer. Alors, parce que vous pouvez commencer, permettez-moi déjà de vous parler de la première rubrique de cette émission. La première rubrique, c'est que on vous dit des choses qui se cachent, qui se tournent sur vous ou sur votre association. Vous voulez la découvrir maintenant ou pendant l'émission? Non, à tout moment. Alors, voilà qui se raconte que vous êtes un bras séculier des impérialistes, comme on dit. Vous êtes entretenu par l'Occident, ils vous donnent de l'argent pour discréditer le pouvoir en place, en montant des chiffres et faisant des rapports alimentaires. Que du tout. D'abord, c'est une question qui me fait rire. Parce que si je dois considérer en République démocratique du Congo, qui reçoit beaucoup d'argent des Occidentaux, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc si on va dans le même sens, je dirais que notre gouvernement est instrumentalisé par les Occidentaux et tout ce qu'il fait, ce n'est pas dicté par les besoins des Congolais et donc ce n'est pas le besoin de satisfaire les Occidentaux. Si la thèse ne va pas dans ce sens-là, je considère tout simplement que tout le monde peut recevoir l'assistance, le financement des Occidentaux et garder dans la mesure du possible sa vision, sa personnalité en faisant les choses, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de loi de la République, de la Constitution, mais aussi des normes internationales qui régissent les questions sur lesquelles moi-même et notre organisation ASADO nous intervenons. Donc c'est pour dire que nous ne disons pas que nous ne recevons pas l'argent des Occidentaux, mais nous ne le recevons pas avec pour mission de pouvoir discréditer le gouvernement de notre pays, parce qu'il est connu aujourd'hui, personne ne peut se cacher, que les droits de l'homme ne se comportent pas dans ce pays, et nous n'avons nullement besoin d'augmenter les chiffres, mais de dire la vérité en dépit de toutes les tracasseries auxquelles cette vérité nous expose. Très bien. Alors, monsieur le professeur, votre part de la vérité, vous la voulez maintenant ou pendant l'émission? Bon, quand vous voudrez. Alors, parce qu'il faudrait qu'on en parle, on cite Moïse Katumbi, on cite Denis Mukwege, on cite M. Dokolo, qui serait en train de vous entretenir. On cite, on dit encore que l'IDGPA n'est qu'une structure finalement de ces opposants-là. Et même dans votre manière de collaborer, vous ne collaborez qu'avec des journalistes qui s'appellent engagés, que vous avez engagés et que vous aurez engagés pour la lutte et la déstabilisation du pouvoir en place. Que répondez-vous? Bon, mais je crois que c'est tout à fait dépassé cela, parce que vous savez, lorsque l'IDGPA, l'Institut pour la démocratie et la gouvernance, la paix et le développement en Afrique,
lorsque nous avons commencé à parler de la nécessité de respecter la Constitution de la République. En 2013. Mais il n'y avait pas tout ce discours que vous avez entendu par après. Certains étaient encore au pouvoir d'ailleurs. Oui, en 2013, lorsque nous disions, et lorsque nous pouvons encore réaffirmer aujourd'hui au cours de cette émission, que la Constitution de la République ne peut pas être amendée ou révisée pour donner un troisième mandat à qui que ce soit, lorsque nous disons que même le référendum ne doit pas avoir lieu et n'aura pas lieu pour donner un troisième mandat, lorsque nous le disions donc, on ne parlait pas de Moïse Katumbi, il n'y avait même pas de troisième partie, de deuxième pénalty. Donc je crois que c'est de la foutaise. Tout le monde sait le combat que nous menons. Tout le monde sait depuis quand nous l'avons commencé. Et vous parlez des activités de l'IDGPA, je vous dis que tout le monde est invité. Vous avez été là comme modérateur lors du 11e, la conférence du 11e anniversaire de la Constitution qui est organisée ici à Kinshasa. Cette fois-là, vous savez que le président, la présidence de la République avait envoyé le conseiller, le coordonnateur des conseillers politiques. Bon, ben, si cette fois-ci ils n'ont envoyé personne, ce n'est pas un problème. Donc tout cela, en fait, montre clairement que ce qui est dit est faux. Parce que nous avons toujours invité ceux de la majorité, mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas venir. Bon, je comprends peut-être que vous le savez vous-même, l'argumentation n'est pas facile. Et c'est la fuite du débat, ils préfèrent des monologues, ils préfèrent des points de presse où ils sont seuls. C'est ça ce à quoi certains amis sont habitués. Très bien. Alors on parle des intellectuels. Je commencerai avec le professeur André Mbata. Prof, à quoi sert un intellectuel dans une république? C'est une question très importante. Mais parce que vous avez quand même commencé avec le président de l'Association africaine des droits de l'homme, je voudrais, avant de commencer cette émission, quand même, présenter mes condoléances. Présenter nos condoléances à ces dizaines de personnes qui sont abattues, qui ont été abattues, à toutes ces personnes qui sont dans les prisons, inutilement en prison, des personnes qui manifestaient paisiblement et qui se sont retrouvées pratiquement fauchées, alors qu'ils exerçaient un droit constitutionnel dans notre pays. Cela se fait le 31 décembre, cela se fait hier, des personnes ont perdu la vie, des personnes sont arrêtées inutilement. Je crois que ma première pensée ou nos premières pensées vont d'abord vers ces personnes-là qui sont victimes des violations des droits de l'homme. Et parce que ces violations des droits de l'homme sont aussi commises quelque part avec la bénédiction de ceux qui se disent intellectuels. Donc derrière tous ces actes de violation des droits de l'homme, derrière toutes ces stratégies machiavéliques, je dirais même diaboliques, de violer les droits de l'homme, vous trouverez toujours quelque part quelqu'un qui se dit intellectuel, qui croupit quelque part, un peu comme dans le vestiaire, comme un souffleur, dictant des mesures de violation des droits de l'homme. Alors, tout droit, à quoi sert un intellectuel? Je crois que la définition, il y a plusieurs définitions de l'intellectuel, mais je crois celle que je peux retenir, c'est celle que nous avons suivie dans la présentation, dans l'article du professeur Denis Mukwege. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui utilise son intelligence pour le bien-être de la société. Voilà ce que je pourrais vous dire très brièvement, ce que je peux entendre par un intellectuel, l'intellectuel qui compte pour moi. Parce que, vous savez, tout le monde a l'intelligence. L'intellectuel, ça vient du mot intelligere, comprendre. Tout être humain a cette capacité de comprendre. Donc, sous ce sens-là un peu trivial, on dirait que tout le monde est intellectuel. Parce qu'il a la capacité de comprendre et d'expliquer. Mais cela n'est pas le cas. Il faut aller plus loin. L'intellectuel, pour moi, c'est quelqu'un plutôt qui utilise son savoir, ses connaissances, ses compétences pour le bien-être de sa société. Et ce n'est pas seulement quelqu'un qui amasse des diplômes. Vous pouvez avoir tous les beaux diplômes du monde. Vous pouvez avoir étudié dans les plus grandes universités du monde. Mais si le savoir que vous avez acquis dans ces universités ne vous permet pas de vous mettre au service de votre communauté, si ce savoir ne peut pas contribuer au mieux-être de vos compatriotes ou de l'humanité tout entière, ça ne vaut vraiment pas la peine qu'on vous appelle intellectuel. Alors, Maître Katende, la même question. L'intellectuel sert-il à résoudre le problème de sa situation ou l'intellectuel doit mettre son intelligence pour finalement pérenniser un système donné? Pour moi,
l'intellectuel, c'est cette personne qui, par ses paroles, ses actions, ses écrits, contribue à faire avancer sa société, à faire progresser la communauté tout entière. Donc c'est pour dire que un intellectuel, pour moi, doit être cette personne dont les actes participent à ce que sa société avance. Je prendrai le cas de Jean-Jacques Rousseau. Ça, c'est une personne en son temps dont les écrits, dont les paroles ont contribué à faire avancer la politique, la démocratie. Et ça, pour moi, c'est un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas cette personne, comme le disait le professeur Mbata, qui amasse des titres, mais dont l'activité sert principalement à faire du mal à sa communauté. Je pense que ce n'est pas ça le sens que moi je comprends d'un intellectuel. Aujourd'hui, nous parlons de la diplomanie, c'est la maladie des diplômes. Tout le monde veut avoir le diplôme. Il y a des diplômes sexuellement acquis, il y a des diplômes filiellement ou claniquement, ethniquement acquis, et le professeur a inventé un autre concept aujourd'hui, le diplôme politiquement acquis. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui au Congo, je dirais le pool des intellectuels est rempli de ce genre de diplomanes ou de gens conséquents, des intellectuels organiques? Je pense personnellement que la plupart des personnes que nous avons au Congo qui ont étudié ont des diplômes, mais je ne pense pas que nous devons nous arrêter seulement à l'acquisition de ces diplômes, quelle que soit la qualification qu'on peut leur donner. Mais on doit être à mesure. Quand on a un diplôme en droit, un diplôme en médecine, un diplôme en architecture, de démontrer sur le plan pratique si ces diplômes, les capacités, les compétences qu'on a, ont contribué à faire avancer la société dans laquelle on vit. Fort malheureusement, nous avons des professeurs, nous avons des gens qui ont des titres académiques qui sont les plus grands peut-être au Congo, voire dans le monde. Mais quand vous regardez ces personnes dans la vie de tous les jours, dans l'exercice de la profession pour laquelle ou du domaine dans lequel ils ont obtenu ces diplômes, je peux vous dire que c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, en sorte que des fois quand j'entends certains professeurs parler, défendre par exemple certaines options politiques prises par notre pays, je me dis, mon Dieu, s'il était mon professeur, je n'accepterais pas qu'il puisse me donner cours. Parce qu'à notre temps, je pense aussi que c'est dans la responsabilité des étudiants. À notre temps, je me rappelle, j'étais en 3e graduat droit, mais nous avions constaté qu'un de nos professeurs n'était pas capable de nous dispenser les cours comme nous l'aurions souhaité. Et nous avions demandé à ce qu'il ne nous donne plus cours. Parce que je ne peux pas accepter que mes parents payent pour moi les études et que je sois face à des professeurs qui ne sont pas à la hauteur de ce que moi j'attends d'eux pour ma formation. Or, au Congo, dans tous les domaines, nous avons un effectif très réduit des personnes dont les actes, la pratique est vraiment conforme au diplôme qu'ils ont obtenu. Alors, professeur, dans le même ordre d'idées, les produits des universités congolaises, parlons-en, monsieur le professeur. La Polytechnique en France, quand vous allez enseigner là-bas à Paris 13, vous rencontrez certainement des politologues qui contribuent à l'évolution politique de leur pays. Ils ont des thèses, ils ont des projets qui font avancer finalement la science. Lorsque vous allez par exemple en Asie, vous allez vous rendre compte que la technologie est faite par les vrais petits Chinois qui vous produisent de vraies applications, de vraies formules technologiques qui font avancer leur pays. Lorsque vous allez voir ceux qui font le bâtiment et le pont et les chaussées, ils construisent des routes chez eux. Mais pourquoi la Polytechnique au Congo produit de la crasse, je peux le dire? Pourquoi les juristes congolais ne sont là que pour faire perturber la constitution de leur propre pays? L'architecture, n'en parlons pas, vous avez suivi une maison, s'est écroulée il n'y a pas longtemps. Alors, je me pose la question, monsieur le professeur, est-ce que cette maman maraîchère qui dit que Batomaye Lende Babomimbo Kaoyo, est-ce qu'elle a tort, cette femme-là? Merci beaucoup, Christian, mais je crois qu'il faut revenir sur certaines choses. Tout à l'heure, vous m'avez attribué un concept qui n'était pas mien. Okay.
diplôme politiquement obtenu. Ça vient de l'article, l'intéressant article publié dans le dernier numéro de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance par le professeur Toumba Luaba, Alphonse Toumba Luaba, que tout le monde connaît, l'ancien secrétaire exécutif de la CERGEL, l'ancien ministre, ancien secrétaire du gouvernement, l'ancien vice-doyen de la faculté des droits, qui explique que, effectivement, qu'on assiste maintenant à un phénomène de diplômes politiquement obtenus. Vous allez voir tel général qui obtient un diplôme de licence, et particulièrement dans la faculté des droits, ça s'achète. Chacun veut ajouter à son titre, c'est le pauvre Toumba Luaba qui l'écrit si bien. C'est comme si le titre d'excellence ne suffisait pas. C'est pourquoi nous devons être fiers quand on est à l'université et à la bonne université. Donc, comme le titre d'excellence ne suffisait pas, honorable ne suffisait pas, et vous connaissez beaucoup d'exemples. Ce sont les honorables et les excellences en train de courir pour ajouter un diplôme académique, tel licencié en ceci, tel docteur en cela. C'est ça ce qu'il a appelé diplôme politiquement obtenu, malheureusement sans tenir toujours compte des standards internationaux. Parce que là, il faut vous le dire, vous posez la question sur la technique, sur le droit, et le prof Loutouta l'a dit hier dans son article. L'université congolaise est à réinventer. Ce n'est plus la même université. Je vous l'ai dit l'autre fois lorsqu'on échangeait à une émission, c'est que quand vous avez le classement des universités africaines, vous n'avez aucune université congolaise. Et je sais de quoi je parle. Je suis professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et ça fait parfois honte. Quand vous êtes seulement en Afrique, vous ne parlez pas des universités asiatiques, des universités européennes ou américaines, comptez seulement en Afrique. De la première à la 170e université africaine, vous n'avez aucune université congolaise, mon cher ami. Vous n'avez pas l'UNIKIN. Non. Toutes les universités congolaises, appelées par leur nom, aucune ne figure parmi les 170 premières en Afrique. Et c'est très grave. C'est que ça nous fait honte. Ça nous fait honte. L'université est à réinventer. Ce n'est pas la même université. Et on se pose même des questions. À quoi sert l'université encore ici? Existe-t-il un ministère de l'enseignement supérieur universitaire? Si. Qu'est-ce qu'on fait là? Justement, il y a des professeurs. Mais rien du tout. Il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de publication. On ne lit pas. Et je crois que c'est maître Jean-Claude Katende qui le disait. Un professeur qui ne sait pas publier pendant une année, mais on doit le chasser de l'université. Mais qu'est-ce que vous Un professeur qui revient avec des syllabus, s'il vous plaît, c'est ça qu'on vend aux étudiants comme des cacahuètes, hein, qui revient, qui reproduit un syllabus de 10 ans, à partir du moment où il n'enseigne plus au niveau un peu plus bas, il enseigne au DS, il reprend son cours, on met des couvertures. Ces professeurs ne méritent pas vraiment d'être appelés professeurs d'université. Mais bon, laissons. Mais qu'est-ce que vous produisez aujourd'hui? Alors, je vous dis, si c'est à refaire, il faut refaire l'université. Il faut refaire le programme. Il faut tout refaire, même les conditions d'accès à l'université. Je vous ai dit l'autre fois, allez seulement en Afrique. Le fait d'obtenir un doctorat ne vous donne pas le droit d'être professeur d'université. Traversez même aller au Burundi, mon cher ami. Allez même en Centrafrique. Que quelqu'un obtienne aujourd'hui un doctorat, on l'appelle professeur tel, mais c'est une hérésie. Tu as obtenu ton doctorat, tu dois faire au moins 5 ans et publier avant d'être professeur. On les appelle d'ailleurs enseignants-chercheurs. Mais le Congo est le seul pays au monde où quelqu'un obtient aujourd'hui un doctorat, on l'appelle professeur. Ou bien quelqu'un passe professeur associé, il devient professeur, ou même professeur ordinaire, il va même dans les méritats avec des syllabus. Ça, ce n'est pas une université du tout. Et ça ne nous étonne pas quand déjà les étudiants sont en G1 en médecine, on les appelle déjà docteurs. Ils sont en mais c'est terrible. Toutes ces choses sont à refaire. Donc le système, tout est foutu. Oui. Est-ce que vous pouvez développer? On parle beaucoup de politique. Et aujourd'hui, vous ne nous avez même pas encore posé des questions politiques, mais tout est politique. On en parle. Mais changez même la tête du pays. Quel est ce pays qui peut se développer sans développement de la recherche scientifique? Et tout le monde, quand je suis vos émissions, vos amis journalistes, on vous parle de la Chine et ceci, cela. Est-ce que vous savez le nombre de brevets d'invention qui sont distribués en Chine? Combien de brevets d'invention? Est-ce que vous savez combien de docteurs chinois sont formés chaque année? La Chine produit au moins 100 000 docteurs par an et qui ne sont pas des professeurs. Les États-Unis produisent au moins 50 000 personnes au moins obtiennent par an un doctorat aux États-Unis et ils ne sont pas professeurs d'université.
Ben, j'avoue, c'est pas le contraire. Ils doivent faire la recherche. C'est pourquoi pour nous, nous disons, la nation est en péril. C'est ça, c'était ça le titre. La nation est en péril. Alors, parce que... Parler de tout, parler de politique, parler de quoi que ce soit, tant qu'on ne peut pas développer la recherche scientifique, tant que vous n'avez pas d'université digne de ce nom, tant que le professeur d'université devient un garçon de course, et il y en a beaucoup. Mais revenons sur la question. Il devient ce que moi j'ai toujours appelé le prof d'université, devient un tambourinaire du pouvoir, juste pour venir à la télévision, pour faire quelques communiqués, comme ça il est remarqué. Oui, vous les nommez demain au gouvernement, ne venez pas me chercher. Merci beaucoup. J'ai l'occasion de vous avoir comme professeur. Permettez-moi de vous poser cette question. Oui, posez la question, vous y tenez. Vous êtes de professeur. Mais il y en a parmi vous qui acceptent de quitter l'université pour suivre le pouvoir. Vous êtes nombreux, monsieur le professeur. Vous séchez les auditoires pour aller dans des manifestations publiques, dans des matinées politiques. C'est vous qui avez vendu finalement vos titres de docteur, de professeur en droit pour être des assistants et des conseillers politiques. Ça, c'est vous, c'est pas nous. On y reviendra, Christian. Oui. Si je reviens à la revue, vous savez la publication de la revue africaine. Oui. Quand j'envoie, je suis rédacteur en chef d'une revue internationale et l'unique qui apparaît au Congo. C'est la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Vous pouvez aller sur Google. Vous pouvez chercher comme vous voudrez. C'est bilingue, français-anglais, African Journal of Democracy and Governance. C'est l'unique revue internationale qui paraît dans ce pays. Et pour améliorer, pour faire un peu de crédit à ce pays, c'est l'unique. Et je vous dis, quand les articles sont publiés, en tant que rédacteur en chef, j'envoie aux collègues qui doivent apprécier si l'article est en bonne forme. J'enlève votre titre de professeur et le mien. J'enlève vos titres. Mais si un chef de travaux dont on ne connaît pas le titre, son article est remarqué, il sera publié, vous êtes professeur, votre article ne passe pas. Parce que ceux qui analysent même les articles ne savent pas, j'ai déjà enlevé tous vos titres. Donc je vous dis ceci, les professeurs d'université, nous sommes pour beaucoup responsables de la situation de misère qui sévit dans notre pays. Nous n'avons pas assumé nos responsabilités comme professeurs d'université. Nous avons passé notre temps à faire les tchakou nationaux, comme vous le direz. Nous avons passé notre temps à flatter le régime, à transporter les mallettes des politiciens, des gens même qui n'ont pas notre niveau. Au lieu de dire la vérité, nous sommes devenus des trafiquants de mensonges. Nous avons échafaudé des théories toutes fausses pour promouvoir le mal au lieu de promouvoir le bien. Mais on ne l'a pas dit. Mais l'intellectuel, c'est celui qui doit aussi défendre les valeurs. L'intellectuel n'est pas surtout préoccupé par l'avoir, le pouvoir, ni le valoir. Là, j'emprunte le terme de mon collègue Thierry Landou. Ici, c'est l'avoir. Tu as des maisons, tu as des véhicules, et c'est ça. Donc, on est dans une société où il n'y a pas de rôle modèle. Mais vous avez travaillé aussi avec ce régime, à un moment donné de l'histoire. Vous avez travaillé dans une institution de la République. Mais écoutez, j'ai travaillé dans une institution de la République. Et vous travaillez dans une institution aussi, quelle que soit sa nature. Mais il faut transformer l'institution. Ouais. Vous savez, faire le mal, les latins disent « errare humanum est ». Tout le monde peut pécher, tout le monde fait le mal. Tout le monde. Persister dans l'erreur, c'est qui devient un problème. Perseverare diabolicum. Persévérer dans le mal, c'est diabolique. C'est pourquoi nous disons aux amis, si vous êtes dans le mal, si vous êtes dans la catégorie, à l'école du mensonge, mais revenez. Très bien. Faites une introspection. Très bien. Maître Katende, je reviens à vous. L'intellectuel, comme gardien, comme sentinelle, c'est lui qui devait finalement nous protéger de tout ce qui arrive. Mais lorsque l'intellectuel est dans le laboratoire du mal lui-même, en inventant des choses, dans les confidences par exemple de Mobutu, il s'étonne du fait que les intellectuels acceptent tout ce qu'il dit. Je me pose une question. Est-ce que nous pouvons attribuer l'échec de notre République aux intellectuels ou aux hommes d'armes? Mobutu était un homme d'armes. Laurent Désiré Kabila était un homme d'armes. Mais finalement, ils ont été protégés par les intellectuels, des gens qui avaient des diplômes énormes. Alors, à qui la responsabilité de l'échec de ce pays? Je pense qu'il faut situer les causes de cet échec à plusieurs niveaux. Le premier niveau, je crois que c'est celui qui a été abordé par le professeur Mbata, quand il parlait de l'avoir et de l'être. Vous savez que nous sommes dans une société où les gens s'estiment être quelqu'un, être quelque chose par rapport à ce qu'ils possèdent et non pas par rapport à ce qu'il est. Ça, c'est la première source ou la première cause de tout ce que nous sommes en train de vivre.
Donc, j'ai besoin d'avoir une maison, d'avoir une situation financière qui me garantit la vie, et donc je peux faire tout ce qu'on me demande parce que je vais avoir. Mais par contre, si nous tenons à ce que nous sommes, il est possible de refuser certaines charges, de refuser de faire certaines choses parce que nous estimons que l'être est plus important que l'avoir. Et je crois que le problème est à ce niveau-là. Et je pense que dans le contexte de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas dire que tous les intellectuels ont cautionné le mal. Vous avez, dans le contexte actuel, certains professeurs, certains avocats, certains magistrats, certains même journalistes, pour ne pas oublier, vous oubliez vous qui êtes là, qui font des efforts pour faire progresser notre société. Et je crois que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Une autre cause, je pense personnellement que c'est le fait que la plupart des dirigeants politiques que nous avons ne mettent pas au centre de leurs préoccupations l'éducation. Quand je parle de l'éducation, je vois les universités, je vois l'école de manière générale, mais je vois aussi toutes les questions liées à la recherche. Combien, quand vous regardez dans les budgets de la République démocratique du Congo, combien d'argent on consacre à l'éducation, on consacre à la recherche, et combien d'argent on consacre au fonctionnement des institutions politiques. Donc, la vision d'un pays, si on veut vraiment que le pays avance, on peut voir cette vision à travers les différentes rubriques du budget. Pour moi, ce qui est important si on veut faire avancer le pays, il faut regarder non seulement aux questions liées à l'éducation, mais aussi aux questions liées à la santé. Vous ne pouvez pas avoir des bons intellectuels si vous n'avez pas des hôpitaux accessibles et qui fournissent des services de qualité pour que non seulement les intellectuels soient en bonne santé, mais aussi pour que votre population soit en bonne santé. On produit plus de 30 000 intellectuels dans cette République. Non, c'est pour ça que nous disons qu'on peut produire des personnes qualifiées d'intellectuels, mais ces personnes, il faut les juger par rapport aux actes qu'elles posent. Et quand vous regardez, pour la plupart, ce sont des démissionnaires. Vous avez beaucoup de personnes qui ont eu des diplômes, mais qui ne sont pas capables de les défendre. Et donc, j'estime pour ma part que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler et surtout avoir des hommes et des femmes qui ont de la personnalité, qui comprennent leurs responsabilités. Une question qui va peut-être fâcher, et je crois que le professeur répondra aussi. Comment nous n'arrivons pas à résoudre le problème de la pauvreté en République démocratique du Congo, malgré les intellectuels que nous avons? Je vous informe, maître, lorsque vous allez maintenant, aujourd'hui, nous pouvons sortir avec vous, nous allons à Mamayemo, vous allez voir les jeunes garçons dont l'âge varie entre 19 et 30 ans en train de vendre leur sang à 4 000 francs congolais. De jeunes Congolais qui viennent là vendre du sang à 4 000 francs congolais. L'État voit, nous voyons tous, et on achète ces sons-là à ces jeunes gens parce qu'ils n'ont pas de travail. Comment vous n'arrivez pas à arrêter cette histoire de la pauvreté dans ce pays, malgré les diplômes, malgré les titres que nous avons? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, je dirais tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Okay. Mais pour moi, je pense que le politique joue un rôle très important, un rôle moteur pour moi dans tout ce qui se passe dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'agenda, dans la vision du gouvernement, la lutte contre la pauvreté est une préoccupation? Je ne voudrais pas qu'on réponde à cette question en produisant les DSRP. Parce qu'on dit toujours que voilà, à travers les DSRP, vous pouvez voir ce que le gouvernement entend faire pour lutter contre la pauvreté. Mais, il faut le voir en pratique. Combien d'argent le gouvernement place-t-il dans la lutte contre la pauvreté? Combien d'argent? Parce qu'en fait, c'est au travers, comme je l'avais déjà dit, c'est au travers du budget de l'État qu'on peut voir qu'est-ce que l'État pense.
Vous avez ici à Kinshasa des personnes, vous parlez des 4 000 francs, mais vous avez des personnes qui meurent tout simplement parce qu'elles manquent 1 000 francs acheter la quinine. Ça existe. Et on nous dit que nous avons une croissance où nous avions, il y a quelques années, on nous vantait une croissance qui allait vers 2 chiffres. Mais nous ne voulons pas de la croissance au niveau tout simplement des chiffres. Chacun de nous peut toucher à la croissance. Chaque fois qu'il rentre chez lui à la maison, qu'il se met à table, encore que là, ce sont les intellectuels comme vous qui dites ça. Les licenciés en économie, licenciés en tel et en tel, docteurs, professeurs même qui parlent de chiffres. Non, mais nous sommes des intellectuels responsables. Nous sommes des intellectuels qui pensons que la pratique vaut plus que les titres. Je reviens à vous, maître Katende, je reviens à vous pour parler éthique et politique. Alors, professeur, je parlerai politique avec vous, parce qu'il faudrait en parler. Savez-vous que ceux qui ont créé Ouméla et ceux qui ont créé Yébéla ne sont d'autres que des professeurs qui ont couché ça dans les livres? Ouméla, Yébéla. Vous avez lu certains ouvrages aujourd'hui qui parlent finalement de Ouméla, qui parlent de Yébéla. Est-ce les débats a-t-il le niveau de nos hommes politiques ou le débat a suivi finalement le niveau de la rue, si on doit le dire? Merci Christian, mais il y a eu beaucoup de questions là, je ne veux pas qu'on sorte de cette émission sans que j'y ai répondu. Allez-y. La maman qui dit que ce sont les intellectuels qui sont responsables, je dis, elle a raison. Alors, voilà. Nous sommes responsables de la situation. Donc vous dites, je rejoins M. Katende lorsqu'il parle des intellectuels. Il y a effectivement des collègues pour ceux d'université qui font leur travail. Évidemment, le tableau que j'ai peint tout à l'heure, c'était un tableau global. Mais il y a des collègues qui font leur travail. Il y a des collègues qui font la recherche. Mais ils sont une minorité. Ils sont une minorité et ils existent et le système est mauvais. M. Katenda a dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est sur l'être. Nous sommes dans une société où l'avoir prime sur l'être. Et une société où l'avoir prime sur l'être, c'est une société condamnée à la perdition. Bon, des intellectuels, avant de venir à votre question, les intellectuels, nous ne parlons pas toujours des professeurs d'université seulement. Évidemment, ce sont les universités parce qu'ils sont censés avoir détenir le savoir au niveau le plus élevé. Mais l'intellectuel, c'est aussi le journaliste que vous êtes. Évidemment, vous faites du travail. Mais il y a des journalistes qui ne savent même pas faire leur travail. Merci. Il y en a qui passent leur temps à faire des mabangas. Il y en a, vous nous posez des questions assez sérieuses, je dois le reconnaître, vous l'avez toujours fait. Merci. Mais il y a des journalistes qui, quand ils reçoivent des politiciens, c'est juste pour les accompagner. Ils ne savent pas leur poser des questions fondamentales. Mais l'intellectuel, c'est aussi ces faux pasteurs qui fait des églises, qui va juste pour les mabonzas et qui ne prêchent pas la vérité, qui ne prêchent pas les valeurs. Ce sont ces pasteurs aussi, ce sont des intellectuels et des faux. On est bon pasteur quand on parle de médiocre, on est bon pasteur quand on parle de non-État, c'est ça? Alors voilà les... Pourquoi ça ne va pas? Comment réduire la pauvreté? Oui. Ma réponse est directe. Mais le pays est mal gouverné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Le pays n'est pas mal gouverné ou même pas gouverné. Alors, mais si le pays est mal alors, vous avez des meilleurs d'entre vous que vous n'amenez pas aux commandes et vous prenez, j'emprunte les mots qui sont maintenant courants. Si vous prenez les médiocres pour vous diriger, vous attendez à quoi? Mais ces médiocres sont soutenus par les intellectuels, donc ils doivent être certainement de médiocres. Alors, ces intellectuels de Ouméla et tout ça, ce sont des professeurs qui l'ont fait. Ce sont des professeurs dépassés. Oui. Kabila Désir, ce sont des professeurs dépassés, malheureusement, hein, et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans les centres de recherche. Ce sont des professeurs dépassés qui va parler du désir et qui font la politique du ventre. Et vous voyez, l'avoir est lié, l'avoir dont on parlait tout à l'heure, c'est lié au désir. C'est-à-dire nous sommes dans l'avoir. Un prof qui vient vous parler du désir de son ventre, ce n'est pas un prof d'université. Ce n'est pas un intellectuel de ce nom, je serais son étudiant, je refuserais d'assister à ses cours ou je demanderais qu'on le chasse. Ouméla Yébéla. Alors je dirais ceci, ils ont suivi la rue. Et lorsque la rue résonne, au lieu que l'intellectuel résonne, cette société-là est en péril. Cette société-là est en péril lorsqu'il n'y a pas une masse suffisamment grande de gens pour réfléchir. Alors là, on est dans la situation du Congo et sans doute dans quelques pays africains où les porteurs de diplômes, ce que l'on doit encore appeler, c'est une élite de fiction. Hein? C'est une élite de fiction éphémère. Donc, une société où vous avez des porteurs de diplômes
qui se mettent à la recherche du pouvoir pour vivre eux-mêmes, pour leurs propres intérêts, les condamner à la perdition. Et nous avons cette masse grande d'intellectuels. Oui. Et vous avez parlé de la réduction de pauvreté. Justement. Mais quelqu'un a effectivement utilisé dans la revue une expression comme ça. Beaucoup vont au pouvoir pour lutter, pour réduire leur propre pauvreté individuelle. Vous comprenez? Le DRSP, DSP, le programme qu'on appelait la de réduction de pauvreté, beaucoup vont au pouvoir pour la réduction de leur pauvreté individuelle. Beaucoup n'avaient pas de maison. Mais quand vous les mettez au gouvernement, il doit réduire sa pauvreté individuelle. Il doit construire une maison. Et après, Certains étaient des locataires. Et la plupart étaient des locataires. Mais vous le nommez, il change, il quitte, il était en Gaba, vous le trouvez en ville. Il doit réduire sa pauvreté. Quel est le rôle de Il ne l'éthique? peut penser que ça. alors, quelle est la place de l'éthique dans l'intellectuel? C'est-à-dire, n'importe qui n'est pas fait pour gouverner. D'accord. Oui. N'importe qui n'est pas fait pour gouverner. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous avez dans votre équipe de football, vous avez des joueurs comme des Ronaldo, des bons joueurs, des Maradona, ils sont au vestiaire. Vous allez prendre des médiocres sur le terrain. Vous pouvez gagner un match. Vous avez des joueurs de ce talent-là, de Ronaldo. Vous les laissez. Vous les laissez et vous allez gagner. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, on doit mettre fin à la médiocratie qui a régné pendant des années, aussi grâce à des intellectuels. Il y a des intellectuels médiocres. Il n'y a pas que les politiciens. Il y a aussi des intellectuels médiocres et qui ne méritent pas le mot d'intellectuel. Je reviens à vous pour Parce que continuer. tous ces systèmes politiques, depuis le temps de Mobutu, mais qui ont fait la dictature? Qui ont inventé Kabila Désir? Vous l'avez dit, ce sont des intellectuels médiocres. Avec les termes Oubela et Yebela, je reviendrai à vous. Alors, maître Katende, on va terminer. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux si ceux mêmes intellectuels, lorsqu'ils étaient dans la majorité présidentielle, c'était des gens qui opprimaient l'opposition, qui condamnaient tous les actes de l'opposition. Les mêmes intellectuels, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont déclaré que le président était fou pour avoir coupé Internet. Mais ce sont les mêmes intellectuels, quand ils viennent au pouvoir, alors ce sont eux qui coupent complètement l'Internet. Alors je me dis, ils étaient avec le chef de l'État dans la majorité présidentielle. Quand ils quittent, ils deviennent plus radicaux que Tshisekedi lui-même. Et ils étaient à l'opposition. Quand ils vont à la majorité, ils deviennent plus kabylistes que Mende. On se pose une question, où est le sérieux? Comment on va encore crédibiliser votre action des intellectuels? Mais il faut qu'on soit clair. Oui. La majorité des Congolais n'est pas sérieuse. Oui. Ça, il faut le dire. Et je pense que là, nous remettons sur la table la question de la personnalité individuelle. Et cette question met aussi en cause une autre question, c'est celle de l'éducation qu'on a reçue d'abord dans sa famille. Parce que les questions d'éthique, les questions des valeurs, ce ne sont pas... Les valeurs, on ne les acquiert pas à l'université. Exact. C'est en famille d'abord. À l'école primaire, au secondaire. Et à l'université, on ne va pas là-bas pour être éduqué. C'est pour apprendre, c'est pour réfléchir. Maintenant, quand je vois, par exemple, des anciens opposants aujourd'hui qui sont devenus des vrais soutiens du président de la République, qui font des déclarations contradictoires à celles qu'ils avaient faites il y a une année, Il n'y a même pas 6 mois pour cette année. je me dis, mon Dieu, notre société est vraiment, comme on l'a dit dans l'article du professeur Mbata, vraiment perdue. Mais ce qui est la bonne nouvelle, sans oublier que la question aussi, c'est une question de discipline personnelle. Alors, dressez-nous aussi le tableau de droits de l'homme. de visa, de vision personnelle, pour dire qu'aujourd'hui, notre classe politique, comme l'intellectuel congolais, est à refaire. Et quant à ce qu'il s'agit de la question des questions de droits de l'homme, Oui, tableau. vous avez entendu sur certains médias ici à Kinshasa des gens qui ont méprisé les personnes qui ont été tuées hier et qui ont refusé d'engager les débats sur la question de ces personnes décédées. Est-ce qu'on peut voir les chiffres exacts? Aujourd'hui, on n'a pas encore les bilans définitifs, mais on est déjà à 6 ou 7 personnes qui ont été tuées. Et je voudrais ici dire que notre société est en train de perdre des valeurs parce qu'aujourd'hui, le combat est porté sur le nombre, alors que même un seul individu qui meurt du fait
de ces personnes-là qui sont à charge de le protéger, ça doit faire la préoccupation Très bien. du gouvernement et de tous les Congolais pour dire il ne faut pas des morts de plus pour rien. Très bien. Alors, prof, vous allez vous approcher, on va terminer l'émission, maître. Vous allez vous approcher. Alors, prof, dites-nous la même question, l'éthique. Quelle est la place de l'éthique dans la vie politique d'un État et dans la vie d'un intellectuel? Et après, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce thème, de ce sujet? Et si vous avez des recommandations à faire aux intellectuels de ce pays? Bon, l'éthique, c'est quelque chose de très important. Parce que sans éthique, on ne peut aller nulle part. On ne peut pas construire une société avec des personnes immorales. Avec des personnes sans éthique, on ne peut rien construire. Regardez même ce qui s'est fait ailleurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même en Chine, dont on parle tant. Sans éthique, on ne peut rien construire et notre société est effectivement en crise d'éthique, en crise morale. Alors le problème, c'est lequel? C'est qu'il est temps. Il est temps que les intellectuels, les professeurs d'université, les intellectuels, les pasteurs, les journalistes que vous êtes, les musiciens, tous ceux qui rentrent dans cette catégorie, il est temps qu'on puisse se ressaisir. Qu'on puisse se ressaisir, repenser son agir, repenser sa pratique dans la société pour voir si effectivement on mérite encore d'être appelé intellectuel. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ou au début de l'émission. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui utilise son intelligence et son savoir pour le bien-être de sa société. Si on ne le fait pas, on ne mérite pas d'être intellectuel. Que chacun des Congolais se pose la question s'il est encore intellectuel. S'il ne l'est pas, c'est le temps de se ressaisir et de se remettre en question. Alors, parce que vous avez parlé de la revue tout à l'heure, et au début, je souhaite que on fasse beaucoup plus de recherches dans notre pays. Il faut absolument, je crois que ce système est totalement corrompu, et Maître Jean-Claude l'a dit, il faut refaire le système. C'est totalement corrompu, on ne peut aller nulle part, il nous faut une société nouvelle, et je crois que les messages qu'on est en train d'envoyer, ce sont des messages qui appellent justement à ce renouvellement de notre société, ce renouvellement de notre façon de penser, et ce renouvellement de notre façon d'agir. Et dans tout cela, l'éthique est importante. Et je vous rappelle la devise de l'université. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et science sans conscience, c'est la ruine de la société. Bon, l'IDGPA continue son travail et nous sommes heureux que plusieurs organisations de la société civile, notamment la SADO et d'autres, s'associent aux activités de l'IDGPA. Nous allons continuer à promouvoir la démocratie, l'état des droits, à promouvoir les droits de l'homme et à lutter pour une société qui soit beaucoup plus, plus responsable, c'est-à-dire à former aussi, à travers le lobbying et des séances de formation, à former ces Congolais dont notre peuple a besoin pour reconstruire la patrie demain. Le 18 février 2018, ça sera, je crois, le 12e anniversaire, 12 ou 13e anniversaire. Oui, ce sera le 12e anniversaire de la Constitution. On va voir ce qui sera fait, si on le fera dans la méditation ou pas. Mais j'espère que d'ici là, on aura fait des avancées vers l'état de droit. Et vous ne nous avez pas posé la question. Le droit de manifester, et je crois que ça, on devrait l'entendre pour toujours. On n'a pas besoin de l'autorisation d'un gouverneur de la ville. Les manifestations pacifiques, à l'article 28, tout Congolais qui manifeste librement, il informe seulement le gouverneur. Le fait que je prends l'acte, je ne prends pas l'acte ne signifie pas j'autorise. Que les juristes qui sont à côté du gouverneur de la ville, qu'il aille le lui dire. Je sais que c'était un mécaniste et c'était un mathématicien, ou on m'a dit que c'était un chimiste. Qu'ils aillent dire au gouverneur et à son vice-gouverneur que au terme de l'article 26, on n'a pas besoin de son autorisation pour les manifestations publiques. Et maintenant, en voyant la police, je me suis maintenant convaincu que toutes les manifestations politiques pacifiques peuvent être permises à Kinshasa. Dès lors qu'on peut avoir la police dans tous les coins de Kinshasa. Donc on a suffisamment la police pour encadrer les manifestations pacifiques. Donc la démonstration a été faite que nous avons suffisamment de policiers, nous avons suffisamment d'hommes en uniforme qui peuvent encadrer les manifestations pacifiques et on doit mettre un terme à ce type d'autorisation. Les gens n'ont même pas besoin d'attendre qu'ils prennent acte ou pas. Et prendre acte, je rappelle, prendre acte en droit ne signifie pas j'autorise. Très bien. Je ne prends pas acte ne signifie pas j'interdis. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Maître Katedes, vous avez un mot par rapport à SADO? On va terminer par... Bon, il faut dire tout simplement que la SADO est une des organisations qui reste très engagée
pour soutenir les manifestations publiques qui sont organisées par les CLC, mais aussi toujours déterminés à faire les monitorings de la situation des droits de l'homme et à donner notre point de vue, et ça c'est très important, à donner notre point de vue de manière indépendante, quelles que soient les pressions, quelles que soient les intimidations. Nous pensons que c'est utile pour un Congo nouveau. Alors, c'était un grand plaisir, mesdames et messieurs. Vous avez suivi Duel. C'était un numéro assez particulier. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de grands accrochages, mais le plus important a été celui de vous dire que le Congo nous appartient tous et que nous devons faire des gros efforts pour que le Congo change, pour qu'on ait un Congo bien, un Congo prospère avec des intellectuels organiques qui mettent leur intelligence au service de la République. Alors, pour ça, vous allez nous serrer la main parce qu'on a terminé cette émission. Alors, c'était un grand plaisir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci, maître. On a toujours dit, on le dira assez, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.